Anton Dostler n'était pas un soldat quelconque. Il était général de l'armée allemande et occupait une place clé au sein de la machine de guerre nazie. Pendant l'occupation, ses ordres ont coûté la vie à des prisonniers qui n'ont jamais eu la possibilité de se défendre. À la chute du Reich, son nom a été marqué comme responsable direct d'exécutions qui ne pouvaient pas passer inaperçues. Sa capture a exposé la réalité des commandements qui avaient dicté des ordres mortels. Au lieu de l'anonymat, il a fait face à un destin rapide et définitif. Il n'y a eu aucune indulgence, aucune dilatation. Sa fin est arrivée comme un avertissement de ce qui attendait d'autres officiers du Reich qui avaient agi avec la même brutalité. Pourquoi Dostler a-t-il été choisi comme exemple dans les premiers mois de l'après-guerre? Quel impact a eu sa mort parmi les officiers allemands encore en liberté? Comment est-il devenu un symbole précoce de la punition du nazisme vaincu? Forgé dans deux guerres, l'ascension implacable d'un soldat bavarois. Anton Dostler est né au printemps 1891 à Munich, la capitale bavaroise au sein de l'Empire allemand gouverné par le Kaiser Guillaume II. Sa famille faisait partie de la classe moyenne aisée dans une société où le prestige militaire avait un poids considérable. La Bavière maintenait des régiments avec une identité propre, et la carrière des armes représentait pour de nombreux jeunes une voie sûre d'ascension sociale et de stabilité professionnelle. En 1910, à 19 ans, Dostler entra comme cadet dans le 6e régiment d'infanterie bavarois. L'instruction suivait le modèle prussien, avec un accent sur la discipline, l'honneur de l'uniforme et l'obéissance rigoureuse à la hiérarchie. Pendant ces années, l'Allemagne vivait une période de calme relatif, bien que la concurrence entre les puissances européennes s'intensifiait. L'éclatement de la Grande Guerre à l'été de 1914 transforma sa vie. Avec le grade de lieutenant, il fut envoyé sur le front occidental avec son unité. La guerre de mouvement initiale en Belgique et dans le nord de la France se transforma bientôt en un système de tranchées. Dostler, à peine âgé de 23 ans, fut plongé dans un conflit d'usure où l'artillerie et l'infanterie dominaient la scène. Pendant 4 ans, il est resté sur le front occidental. Son expérience a été marquée par la routine des tranchées, les offensives limitées et le besoin constant de remplacer les pertes à tous les niveaux de commandement. En janvier 1916, il a été promu lieutenant premier et en octobre 1918, quelques semaines avant l'armistice, il a reçu le grade de capitaine. Son dossier de service comprenait la Croix de fer de première classe et l'Ordre du mérite militaire de Bavière, décoration qui reflétait la reconnaissance habituelle des officiers compétents dans des conditions de combat soutenues. La défaite allemande de novembre 1918 a marqué l'effondrement de l'Empire et la naissance de la République de Weimar. Le traité de Versailles a limité l'armée à 100 000 hommes et a interdit le service militaire obligatoire. Cette réduction a obligé à se passer de la majorité des officiers et des soldats vétérans. Dostler a réussi à conserver son poste dans le nouveau Reichswehr, ce qui montrait à la fois la nécessité de maintenir des cadres expérimentés et son évaluation personnelle au sein de l'institution. Le Reichswehr de l'après-guerre est devenu un corps professionnel hautement discipliné. Ces officiers cultivaient la tradition militaire prussienne et maintenaient une distance critique avec la politique civile qu'ils considéraient responsable de la défaite. En 1924, Dostler fut affecté au département de renseignement militaire du ministère de la Reichswehr à Berlin, s'éloignant des fonctions purement de garnison et s'orientant vers des tâches de caractère stratégique. Durant ces années, il poursuivit également des études universitaires, une pratique courante parmi les officiers cherchant à renforcer leur formation dans un contexte de restrictions militaires. Pour 1932, il avait atteint le grade de commandant. La montée du Parti national-socialiste en 1933 modifia radicalement le paysage. Au début, de nombreux officiers regardaient Hitler avec méfiance, mais ils partagèrent son objectif de mettre fin aux limitations de Versailles et de restaurer la puissance militaire. La principale source de tension était avec la Sturmabteilung, dirigée par Ernst Röhm, qui voulait remplacer l'armée régulière par une milice du parti. L'élimination de Röhm lors de la nuit des longs couteaux en 1934 assura à l'armée sa position en tant qu'institution reconnue par le régime. Cette même année fut introduit le nouveau serment de fidélité, non plus à la Constitution mais directement à Hitler. L'obéissance se transforma en un lien personnel avec le Führer, sans nécessité d'adhésion idéologique explicite.
Des officiers comme Dostler restèrent liés par un engagement légal qui subordonnait toute décision à la volonté politique du leader. La réarmement accéléré du milieu de la décennie a ouvert de nouvelles opportunités de carrière. En 1935, le service militaire obligatoire a été rétabli et les divisions se sont multipliées. Pour les officiers vétérans, cela signifiait la possibilité de promotion rapide dans une structure en expansion. L'armée maintenait sa tradition de discipline, mais s'imprégnait progressivement d'éléments de propagande du régime. La nouvelle génération d'officiers, formée déjà sous le national-socialisme, adoptait plus naturellement les valeurs idéologiques, tandis que les vétérans se limitaient à répondre à l'obéissance exigée. En 1938, Hitler assuma le commandement suprême des forces armées, renforçant le contrôle politique sur l'institution. L'élimination des opposants comme l'ancien chancelier Kurt von Schleicher confirma la volonté du régime de ne pas tolérer de dissidences internes. Pour Dostler et d'autres officiers, cela montrait clairement que la structure militaire était complètement subordonnée au pouvoir du Führer. Sa carrière illustrait la trajectoire d'une génération qui avait commencé le service dans l'Empire, survécu à la réduction imposée par Versailles et bénéficié de l'expansion poussée par le régime nazi. Le serment de 1934 et le réarmement ultérieur ont consolidé la position des officiers de carrière comme lui. Lorsque, en septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, Dostler comptait presque 30 ans de service. La Wehrmacht était devenue le principal outil du régime, avec un corps d'officiers qui alliait l'expérience de la Grande Guerre, la discipline du Reichswehr et la loyauté obligatoire à Hitler. Cette combinaison marquerait la performance des commandements allemands sur les fronts européens, des plaines polonaises aux Seines méditerranéennes, où Anton Dostler reprendrait un rôle important dans le développement du conflit. La guerre totale, de l'enfer russe aux montagnes italiennes. En septembre 1939, avec l'invasion allemande de la Pologne, un conflit a commencé qui s'étendrait bientôt à tout le continent. Anton Dostler, avec presque 3 décennies de service dans l'armée, faisait partie du groupe des officiers vétérans qui avaient survécu aux limitations de l'après-guerre et occupait maintenant des postes de plus grande responsabilité dans la Wehrmacht. L'expansion militaire des années précédentes l'avait conduit à des fonctions de plus en plus larges et la guerre a définitivement accéléré son ascension. Au printemps 1940, il a été nommé chef d'état-major de la 7e armée sous les ordres du général Friedrich Dollmann. Initialement, cette formation avait pour tâche de surveiller la frontière avec la France dans la région de la Sarre et en Alsace. Peu après, elle a participé à l'offensive lancée en mai de cette année contre les forces alliées. La campagne de France s'est caractérisée par la rapidité des divisions blindées et la couverture constante de l'aviation, une combinaison qui a rapidement surpassé les défenses françaises et britanniques. Le rôle de Dostler, en tant que chef d'état-major, se concentrait sur l'organisation, la coordination logistique et la transmission des ordres, des tâches essentielles pour maintenir la cohésion d'une force en mouvement. La 7e armée participa à l'offensive le long du Rhin et aux opérations ultérieures jusqu'à la reddition française en juin 1940. Pour des officiers comme Dostler, cette victoire a confirmé la récupération de la capacité opérationnelle allemande après 2 décennies de limitation. La rapidité de la campagne a été vue comme une démonstration que la Wehrmacht pouvait s'imposer aux principales puissances de l'Europe occidentale. Après la capitulation, la 7e armée est restée déployée sur la côte atlantique avec des fonctions défensives. En 1941, Dostler reçut le commandement de la 57e division d'infanterie. Sa destination fut le front oriental, au sein du groupe d'armées sud sous le maréchal Gerd von Rundstedt. Le 22 juin de cette année-là commença l'opération Barbarossa, avec plus de 3 millions de soldats allemands traversant la frontière soviétique. La division de Dostler participa à l'avancée vers l'Ukraine et aux opérations qui aboutirent à la capture de Kiev. Les batailles dans ce secteur se caractérisaient par des encerclements massifs et par la capture de centaines de milliers de prisonniers. Les conditions de captivité étaient extrêmement dures, avec la faim, le manque de soins médicaux et une mortalité élevée. En parallèle, l'occupation allemande fut le théâtre d'exécutions massives menées par les Einsatzgruppen, unités des SS opérant aux côtés de l'armée. En septembre 1941, en banlieue de Kiev, eut lieu le massacre de Babi Yar, où en 2 jours furent assassinés des dizaines de milliers de personnes juives.
La Wehrmacht assura le contrôle de la zone et facilita la logistique de l'opération, plaçant la division de Dostler dans un contexte où la répression et l'extermination faisaient partie de l'environnement guerrier. En 1942, Dostler fut transféré au commandement de la 163e division d'infanterie. Sa nouvelle affectation fut la Finlande, où les Allemands combattaient aux côtés des forces locales sur le front arctique. La division fut déployée dans la région de Carélie et dans les zones proches du cercle polaire, un environnement marqué par des hivers prolongés et des températures extrêmes. Les opérations consistaient à harceler les forces soviétiques de Mourmansk et à maintenir des positions stratégiques dans le nord de la Norvège et de la Finlande. L'activité comprenait des patrouilles dans les forêts, des attaques limitées contre des positions soviétiques fortifiées et des opérations de répression contre les partisans. La guerre de guérilla s'est intensifiée avec le temps et les forces allemandes ont répondu par des représailles sévères contre les populations accusées de collaborer avec les soviétiques. Sous le commandement de Dostler, la division a été impliquée dans un type de guerre où les lignes entre le combat régulier et la persécution des civils étaient floues. La présence allemande en Finlande s'est prolongée jusqu'en 1944. L'évolution générale de la guerre sur le front oriental avait changé radicalement après la défaite à Stalingrad en 1943 et l'échec à Koursk quelques mois plus tard. L'armée rouge a pris l'initiative stratégique et les Allemands ont commencé un repli progressif vers la Norvège. Au début de 1944, Dostler fut réaffecté au front italien. La situation dans la péninsule était critique depuis la reddition du gouvernement Badoglio en septembre de l'année précédente. Le maréchal Albert Kesselring était à la tête des forces allemandes chargées de freiner l'avance alliée vers le nord. En janvier, Dostler reçut le commandement du 75 corps d'armée basé en Ligurie. Sa fonction principale était l'organisation de la défense côtière. Les unités sous son commandement ont construit des fortifications, renforcé des positions dans les ports et coordonné avec la marine allemande et avec les troupes italiennes de la République sociale de Mussolini. En même temps, l'activité partisane s'intensifiait dans le nord de l'Italie. Les groupes de résistance attaquaient les lignes ferroviaires, les dépôts et les convois de ravitaillement. La répression de ces actions est devenue l'une des principales tâches du corps d'armée de Dostler. Les ordres du commandement allemand établissaient que les partisans devaient être traités comme des éléments illégaux et non comme des combattants réguliers, ce qui justifiait des exécutions sommaires et des mesures collectives contre les populations locales. En pratique, les opérations de répression combinaient des rafles, des fusillades et des représailles contre des villages entiers accusés de collaborer avec la résistance. Le corps d'armée de Dostler fut intégré dans cette politique de guerre antipartisane qui caractérisa l'occupation allemande en Italie. En même temps, la côte ligure est devenue le théâtre d'opérations de sabotage alliées. Des commandos britanniques et américains cherchaient à interrompre le transport allemand en attaquant des tunnels ferroviaires, des ponts et des ports. La destruction d'un tunnel pouvait paralyser l'approvisionnement pendant des semaines. Le 75e corps d'armée devait maintenir une vigilance constante contre ces débarquements, déployant des patrouilles côtières et renforçant la défense à des points critiques. Le commandement de Dostler en Ligurie l'a placé sur un front complexe où la défense contre un ennemi conventionnel se combinait avec la répression de la résistance interne et la surveillance contre les incursions spéciales. La multiplicité des tâches exigeait des ressources et une coordination dans un contexte où la Wehrmacht n'avait plus la supériorité des premières années de la guerre. Sur le territoire sous sa responsabilité, les opérations régulières s'entremêlaient avec des actions de caractère irrégulier, dans un équilibre de plus en plus précaire. Opération Genie 2, 15 hommes contre le pouvoir du Reich. En hiver 1944, tandis que les forces alliées avançaient lentement à travers la péninsule italienne, le haut commandement américain cherchait des alternatives pour affaiblir les défenses allemandes. Le front était défini par des lignes successives soutenues par la géographie montagneuse complexe du pays, ce qui favorisait la résistance allemande. Le Bureau des services stratégiques, précurseur de la CIA, a conçu des missions spéciales de sabotage destinées à interrompre les communications et à perturber l'approvisionnement des troupes ennemies. De ces initiatives est née l'opération appelée Genie 2. L'objectif était un tunnel ferroviaire situé entre La Spezia et Gênes, dans la région de Ligurie. Cette infrastructure était vitale pour les Allemands.
car elle assurait le transport de fournitures et de renforts entre le nord industriel et les fronts actifs dans le centre et le sud de l'Italie. La destruction d'un tunnel de la ligne côtière pouvait retarder de manière significative le mouvement des troupes et des matériaux, générant des conséquences directes sur le rythme des combats. Le groupe chargé de la mission était composé de 15 soldats américains, dont 2 officiers sélectionnés pour leur entraînement aux opérations à risque. Ils provenaient d'unités parachutistes et de commandos et avaient reçu une instruction intensive en technique de sabotage. La formation incluait l'utilisation d'explosifs plastiques, l'infiltration nocturne, le camouflage et la manipulation d'armements légers. L'équipement se composait de pistolets Colt, calibre 45, de couteaux de combat et de 6 mitraillettes Marlin, armes compactes conçues pour les affrontements à courte distance. De plus, ils portèrent des charges explosives adaptées pour détruire des structures ferroviaires. Le plan prévoyait un débarquement par mer, un camouflage pendant la journée, une approche nocturne de l'objectif, la pose de charge et un retrait vers la côte pour être récupéré à nouveau par des embarcations américaines. L'opération a été appelée Ginny 2 parce qu'une tentative précédente, Ginny 1, avait échoué des semaines plus tôt en raison d'erreurs de navigation. On espérait que l'expérience accumulée augmenterait les probabilités de succès. Dans la nuit du 22 mars 1944, 2 vedettes rapides américaines s'approchèrent de la côte Ligure avec les 15 hommes à bord. La mer était agitée, mais ils réussirent à débarquer sur la plage de Framura. Ils cachèrent les bateaux pneumatiques et enterrèrent une partie du matériel, y compris les charges explosives, en comptant les récupérer ensuite. Le plan prévoyait qu'ils restent cachés pendant la journée et avancent de nuit vers le tunnel. Cependant, ils avaient débarqué à environ 15 km de l'emplacement prévu. Cette déviation modifia les calculs et obligea à improviser. Les hommes se réfugièrent dans une grange près du village de Carpeneggio, dans les environs de La Spezia. Pendant la journée, ils restèrent cachés et cherchèrent des provisions auprès des paysans locaux. Ce qu'ils ne savèrent pas, c'est que l'opération avait déjà été compromise. Les restes de matériel sur la plage attirèrent l'attention des pêcheurs qui informèrent la police italienne de la République sociale. 2 miliciens fascistes inspectèrent la zone, trouvèrent du matériel et le communiquèrent à un détachement allemand. La réaction fut immédiate. Le 135e régiment de forteresse organisa une opération de recherche avec des soldats allemands et des collaborateurs italiens. Les traces dans le sable et les rapports des habitants permirent de délimiter une zone de recherche. En parallèle, des rumeurs sur la présence d'étrangers circulaient parmi la population rurale, rendant encore plus difficile la dissimulation des Américains. À l'aube du 24 mars, un contingent allemand a entouré la grange. Les 15 soldats ont été capturés sans résistance. La surprise fut totale et l'infériorité numérique rendait impossible toute tentative d'évasion. Après l'arrestation, ils ont été transférés à La Spezia pour des interrogatoires dans la caserne locale. Les registres allemands ultérieurs consignaient que tous les prisonniers portaient un uniforme militaire réglementaire des États-Unis et leur plaque d'identification. 3 d'entre eux portaient des bottes de parachutistes, les autres des chaussures standards, et tous utilisaient des bonnets en laine. Ils avaient retourné leurs vestes pour cacher les insignes, mais leurs conditions de combattants réguliers étaient évidentes. Les interrogatoires furent brefs. La majorité des capturés refusa de répondre, mais un des officiers aurait admis que la mission visait à détruire un tunnel ferroviaire. Cette confession fut décisive pour la classification du groupe comme saboteur, bien qu'ils portassent un uniforme. Le rapport avec les résultats fut transmis immédiatement au 75e corps d'armée sous le commandement du général Anton Dostler. La situation a été interprétée à la lumière d'un ordre émis par Hitler en octobre 1942. La Kommando Befehl, qui exigeait l'exécution immédiate des commandos capturés derrière les lignes, qu'ils soient en uniforme ou non et qu'ils possèdent une identification militaire ou non. En théorie, la Convention de Genève protégeait les soldats réguliers, mais l'ordre du Führer s'imposait dans la hiérarchie allemande. Dans certains cas, des officiers avaient choisi de retarder l'application de cet ordre ou avaient interprété les dispositions de manière plus flexible, conscients des conséquences futures possibles. Cependant, en Ligurie, le cas a été rapidement élevé dans la chaîne de commandement. Le colonel Almers, chef du régiment responsable de la capture, a évité de prendre une décision immédiate et a renvoyé l'affaire à ses supérieurs,
ce qui a placé la responsabilité au niveau du corps d'armée. En à peine 48 heures, l'opération Ginny 2 avait échoué. Aucune charge explosive n'avait atteint son objectif et le tunnel ferroviaire restait opérationnel. Cependant, la capture des 15 hommes a conduit à une décision qui dépassait le strictement militaire. L'application ou non du commando Befehl était désormais entre les mains du général Anton Dostler et de cette détermination naîtrait un précédent qui marquerait les conséquences juridiques de la guerre dans les derniers mois du conflit. Le dilemme de Dostler, l'ordre de Hitler face au droit international. En octobre 1942, Adolf Hitler émit une directive qui entrerait dans l'histoire comme la Kommando Befehl, ou Ordre des commandos. Le document, distribué à toutes les branches de la Wehrmacht et des Waffen-SS, stipulait de manière unanime que tout soldat ennemi capturé lors de missions de commando ou de sabotage devait être exécuté immédiatement. La disposition s'appliquait sans distinction que les capturés portent un uniforme militaire, ni s'ils se rendent de manière régulière. L'ordre incluait même ceux qui portaient des documents officiels en tant que combattants d'une armée reconnue. Le contexte de cette mesure était lié à l'augmentation des opérations spéciales alliées en Europe et en Afrique du Nord. Ces incursions avaient démontré une efficacité notable dans la destruction d'installations stratégiques, dans l'interruption des communications et dans le harcèlement des garnisons allemandes dans les zones côtières. Hitler considérait que ces commandos ne pouvaient pas bénéficier du statut de prisonniers de guerre et les qualifiait de bandits. La directive contredisait directement ce qui était stipulé dans la Convention de Genève de 1929 signée par l'Allemagne qui garantissait une protection aux combattants en uniforme après leur capture. L'application du commando Befehl représentait un dilemme immédiat pour de nombreux officiers allemands. Certains l'ont appliqué avec rigueur, conscients que désobéir au Führer pouvait entraîner des sanctions sévères et même la destitution. D'autres, en revanche, ont cherché des moyens de l'atténuer. Dans certains cas, ils ont envoyé les prisonniers dans des camps de concentration ou les ont livrés aux SS, évitant ainsi d'ordonner des exécutions directes de soldats en uniforme. Le maréchal de camp Gerd von Rundstedt, commandant sur le front occidental, a tenté d'adoucir l'application de l'ordre. Quelque chose de similaire s'est produit en Norvège, où les commandements préféraient enregistrer les commandos britanniques comme des prisonniers réguliers malgré la directive. Cependant, dans diverses régions, elle a été appliquée avec sévérité, notamment après des opérations de sabotage en France en 1942-1943. Le cadre italien en 1944 s'inscrivait dans ce contexte. Le 24 mars, à peine quelques heures après la capture des 15 soldats américains de la mission Ginny 2, le rapport correspondant est arrivé au siège du corps d'armée numéro 75 en Ligurie. Les documents indiquaient que les prisonniers avaient débarqué sur la côte, portaient des armes légères et des explosifs, et qu'un d'eux avait admis sous interrogatoire que l'objectif était de détruire un tunnel ferroviaire entre La Spezia et Gênes. Le commandant responsable du secteur, le colonel Almers du 135 régiment de forteresse, ne voulait pas assumer la responsabilité d'ordonner une exécution immédiate. Conscient que les soldats étaient en uniforme et portaient une identification militaire américaine, il a transmis l'affaire à son supérieur hiérarchique, le général Anton Dostler. Dostler, en recevant le rapport, ne dicta pas de résolution directe. Il consulta à son tour le maréchal Albert Kesselring, commandant suprême des forces allemandes en Italie. La réponse de Kesselring fut catégorique. L'ordre de Hitler devait être exécuté dans son intégralité. À partir de ce moment, le sort des prisonniers fut scellé. Avec l'instruction supérieure reçue, Dostler a transmis au régiment l'ordre de procéder à l'exécution. Le colonel Almers a tenté de retarder l'exécution. Il a soutenu qu'en portant un uniforme, les capturés devaient recevoir le traitement des prisonniers de guerre conformément à la Convention de Genève. Il a demandé à reconsidérer le cas et a demandé l'autorisation de différer la mesure, mais la réponse de Dostler a été ferme. Il a confirmé l'ordre et a averti que tout refus serait considéré comme un acte d'insubordination. Dans le processus est intervenu un membre de l'état-major de Dostler, l'aristocrate prussien Alexander Graf zu Dohna-Schlobitten. Cet officier a refusé de signer l'ordre écrit autorisant l'exécution en arguant que les détenus étaient des soldats réguliers et non des espions vêtus en civil.
Son refus a été consigné, mais la conséquence a été sa destitution immédiate du poste et son départ forcé de la Wehrmacht. La réaction contre lui a illustré de manière claire le risque personnel auquel faisait face tout officier s'opposant à l'exécution du commando Befehl. Le reste de la chaîne de commandement a accepté l'ordre sans nouvelles objections. Avec la signature de Dostler et le soutien de Kesselring, il fut décidé que les 15 Américains seraient fusillés. Les documents qui ont survécu à la fin de la guerre ont démontré que la décision a été prise à plusieurs niveaux. Le régiment local, qui a transféré la responsabilité, le corps d'armée qui a ratifié l'ordre, et le commandant suprême en Italie qui l'a finalement approuvé. La contradiction légale était évidente. Le commando Befehl était une directive politique, émise unilatéralement par Hitler et étrangère à tout traité international. La Convention de Genève de 1929, en revanche, était un accord international ratifié par l'Allemagne qui établissait des règles claires pour le traitement des prisonniers de guerre. Ils devaient être logés dans des camps, recevoir de la nourriture, des soins médicaux de base et une protection contre les représailles. Rien dans ce traité n'autorisait des exécutions sommaires. Le dilemme auquel étaient confrontés des officiers comme Dostler se résumait en deux options: obéir à l'ordre supérieur et s'exposer à des responsabilités ultérieures, ou le désobéir et faire face immédiatement à des sanctions disciplinaires au sein de la Wehrmacht. Dans le contexte de l'Italie, la balance a penché vers l'obéissance. La documentation interne conservée après le conflit montre comment les communications de Dostler soulignaient le caractère obligatoire de l'ordre et l'urgence de son exécution, sans laisser d'espace à des interprétations alternatives. L'après-midi du 25 mars 1944, tout fut prêt pour procéder à l'exécution. Le colonel Almers, malgré ses réserves, exécuta ce qui avait été ordonné. Le seul geste d'opposition fut celui de Donna Schlobitten, qui resta un cas isolé sans capacité de modifier le cours des événements. L'épisode de Gini II en Italie a mis en évidence la validité réelle du commando Befehl plus d'une année après sa promulgation. La chaîne de commandement allemande avait trouvé des mécanismes pour l'intégrer dans son fonctionnement quotidien. Le cas a également montré jusqu'à quel point la pression politique, la menace de sanctions immédiates et la logique de l'obéissance absolue ont prévalu sur les dispositions du droit international ratifiées par l'État allemand lui-même. Punta Bianca, l'exécution des 15 Américains. À l'aube du 26 mars 1944, les 15 prisonniers américains capturés lors de l'échec de l'opération Gini II ont été transférés de leur lieu de détention à La Spezia, vers la côte. La destination était une zone rocheuse connue sous le nom de Punta Bianca, dans la commune d'Ameglia. L'opération a été réalisée sous la garde allemande et supervisée par des officiers du 135 régiment de forteresse qui avaient reçu les ordres d'exécution confirmés par le général Anton Dostler et approuvés par le maréchal Albert Kesselring. Le choix de l'emplacement répondait à des critères pratiques. Punta Bianca était un promontoire isolé, avec un accès contrôlable et suffisamment d'isolement pour que le son des tirs passe inaperçu. Les registres allemands ultérieurs indiquaient que l'exécution avait été organisée à l'avance. Une fosse commune fut préparée pour l'enterrement immédiat des corps, évitant de laisser des traces visibles. À leur arrivée sur les lieux, les prisonniers ont été divisés en 3 groupes de 5 hommes. Des témoignages allemands ultérieurs ont confirmé qu'ils portaient des uniformes de campagne réglementaires de l'armée américaine et leurs plaques d'identification en métal. Aucun n'a été dépouillé de ses effets personnels de base, ce qui soulignait qu'il s'agissait de combattants réguliers. Le peloton d'exécution était composé de soldats allemands armés de mitraillettes légères. Le choix de cet armement assurait que l'opération se réalise rapidement et sans marge pour des survivants. Les prisonniers furent alignés face à la mer, attachés et placés dos à la falaise. La documentation allemande n'a pas enregistré la présence d'un médecin ni d'un aumônier, ce qui mettait en évidence le caractère sommaire de la mesure. L'ordre de feu a été exécuté en 3 séquences successives. Les 5 premiers prisonniers sont tombés sous les rafales de mitrailleuses. Immédiatement, la procédure a été répétée avec les groupes suivants jusqu'à l'exécution complète des 15 hommes en quelques minutes. Les corps ont été traînés et déposés dans la fosse commune préparée à l'avance. L'enterrement s'est déroulé sans cérémonie ni enregistrement rituel et la zone a été couverte pour cacher toute preuve. Le colonel Almers, responsable du régiment qui avait effectué la capture, avait tenté de retarder la mesure quelques jours auparavant.
invoquant la condition de soldat en uniforme des prisonniers. Cependant, il a exécuté les ordres reçus depuis le quartier général de Dostler. Selon des déclarations ultérieures, l'atmosphère pendant l'opération était marquée par la tension entre les officiers présents. Alexander Graf zu Dohna-Schlobitten, qui avait refusé de signer l'ordre, avait déjà été écarté et n'était pas à Punta Bianca. Son exclusion illustrait les conséquences de s'opposer au Kommandobefehl. Le fusillade de Punta Bianca ne fut pas un fait isolé dans le cadre de la directive de Hitler. Cependant, dans ce cas, il y avait une trace documentaire et matérielle qui a permis de reconstituer les événements avec précision. Les ordres signés, les messages entre Dostler et Kesselring et les rapports du régiment ont formé un dossier complet qui aurait par la suite une valeur judiciaire. En 1945, après la reddition allemande, des chercheurs américains ont localisé l'emplacement de la fosse commune. L'enquête a été possible grâce à des archives capturées et à des déclarations de soldats allemands faits prisonniers. Les corps ont été exhumés et examinés par des équipes médico-légales. Les spécialistes ont confirmé que les 15 hommes étaient morts par impact de balles de mitrailleuse. L'état des uniformes et des plaques d'identification a montré qu'ils n'avaient pas été traités comme des espions ni dépouillés de leur statut militaire. L'identification de chaque corps a été effectuée grâce aux plaques métalliques, suivant la procédure habituelle de l'armée américaine pour assurer la reconnaissance de ces soldats tombés. Les restes ont été photographiés, enregistrés et ensuite transférés vers des cimetières militaires alliés. Les rapports d'autopsie et le matériel récupéré ont été incorporés aux preuves qui soutiendraient les accusations judiciaires contre Dostler et d'autres officiers impliqués. La reconstitution de l'épisode a été achevée avec des témoignages d'habitants de la région recueillis après la guerre. Certains ont déclaré avoir entendu des coups de feu à l'aube du 26 mars et observé une activité inhabituelle sur la côte, bien qu'ils n'aient pas eu accès direct au site. Ces déclarations coïncidaient avec l'emplacement de la fosse et avec les registres écrits du régiment allemand. L'existence de documents signés a été déterminante. Contrairement à d'autres exécutions qui sont restées cachées, dans ce cas, l'ordre de Dostler a été enregistré et lié directement à l'exécution des 15 prisonniers. La chaîne de responsabilité atteignait Kesselring en tant que commandant suprême en Italie et descendait jusqu'aux officiers du régiment qui ont exécuté l'ordre. La découverte de Punta Bianca est devenue l'une des premières enquêtes systématiques sur les crimes de guerre en territoire italien. Elle a inclus l'inspection du terrain, la collecte de preuves balistiques, l'identification des victimes et la vérification documentaire des ordres transmis. L'ensemble des preuves s'est révélé cohérent et a permis d'établir les faits de manière concluante. L'épisode a mis en évidence l'application pratique du Kommandobefehl sur un front spécifique et a démontré que la Wehrmacht avait adopté comme partie de son fonctionnement régulier une directive contraire au droit international. Les rapports officiels allemands ont décrit le fusillement comme la neutralisation de saboteurs ennemis, mais les preuves physiques ont démontré que les 15 hommes étaient des soldats en uniforme d'une armée régulière. La fosse de Punta Bianca, son contenu et la documentation trouvée sont devenus des éléments centraux d'un processus qui ne se limiterait plus à un fait militaire concret, mais qui se transformerait en un cas paradigmatique dans les procès d'après-guerre. Le procès de Caserta, la première condamnation au nouvel ordre international. Après la capitulation allemande en Italie en mai 1945, les forces alliées ont entamé un processus systématique d'identification et d'arrestation d'officiers accusés d'avoir commis des actes pouvant être considérés comme des crimes de guerre. Parmi eux se trouvait le général Anton Dostler, alors à la tête du 73 corps d'armée dans le nord du pays. Il a été capturé par des troupes américaines sans incident et transféré dans un camp de prisonniers, où il est resté à la disposition des autorités militaires alliées pendant que sa responsabilité était évaluée. La localisation de la fosse de Punta Bianca et la récupération de la documentation allemande liée à l'exécution des 15 soldats américains de l'opération Ginny 2 ont immédiatement placé Dostler au centre d'une accusation concrète. Contrairement à d'autres cas où les preuves étaient incomplètes, il existait ici des ordres écrits avec sa signature, des communications avec son supérieur hiérarchique et des témoignages d'officiers qui avaient été présents lors des faits. Sur cette base, les autorités américaines ont décidé d'organiser un tribunal militaire spécifique. Le lieu choisi fut le palais royal de Caserte, au nord de Naples, qui pendant la guerre avait servi de quartier général du commandement allié en Méditerranée.
Là s'est installée la première commission militaire américaine pour les crimes de guerre en Europe. Le tribunal a été constitué d'officiers américains qui ont assumé les rôles de juges, procureurs et défenseurs, en appliquant une combinaison de règles de droit militaire et de procédures inspirées des tribunaux ordinaires. Les préparatifs comprenaient la collecte des documents capturés à l'armée allemande. Parmi eux se trouvaient les ordres transmis par Dostler au colonel Almers, les rapports du 135e régiment de forteresse et la correspondance confirmant la chaîne de commandement depuis Kesselring. À ces preuves s'ajoutaient les rapports d'exhumation réalisés à Punta Bianca avec l'identification des soldats américains par leurs plaques métalliques, ainsi que les résultats médico-légaux confirmant la mort par rafale de mitraillettes. Des témoignages d'officiers allemands impliqués dans la capture et l'exécution des prisonniers ont également été incorporés. Le procès a commencé le 8 octobre 1945. La salle était organisée avec une estrade pour les juges militaires, la table du ministère public et celle de la défense, en plus de l'espace réservé pour l'accusé. Dostler a comparu vêtu de son uniforme de général, bien que sans insigne nazi. Son comportement a été décrit comme formel et distant, conservant une attitude rigide pendant les sessions. L'accusation l'a désigné comme responsable direct d'avoir ordonné l'exécution de 15 prisonniers de guerre en uniforme en violation de la Convention de Genève de 1929. Le procureur a souligné que les soldats portaient des plaques d'identification et qu'ils avaient été capturés en portant leur uniforme réglementaire. Il a rejeté la qualification de saboteur utilisée par les commandements allemands en argumentant qu'ils n'étaient pas déguisés ni ne portaient de vêtements civils, mais se présentaient comme des combattants réguliers. La stratégie de la défense s'est centrée sur le principe de l'obéissance due. L'avocat de Dostler a soutenu que le général avait agi en exécution de la Kommando Befehl, l'ordre de commandement émis par Hitler en 1942, et qu'en outre, il avait consulté son supérieur immédiat, le maréchal Kesselring, recevant des instructions claires de procéder à l'exécution. L'accusé lui-même a déclaré que tout refus d'exécuter l'ordre l'aurait exposé à une cour martiale allemande et possiblement à la peine capitale. Le parquet a répliqué que l'obéissance due n'exemptait pas de responsabilité lorsque l'ordre était manifestement illégal. Le témoignage d'Alexander Graf zu Dohna-Schlobitten, membre de l'état-major de Dostler, a été présenté comme preuve. Il avait refusé de signer l'ordre écrit et avait été destitué pour cette raison. Cet exemple montrait qu'il existait une marge pour refuser d'exécuter la directive, même au risque de sanctions internes. D'autres officiers ont témoigné lors des audiences. Le colonel Almers et plusieurs commandants du régiment ont confirmé que Dostler ne s'était pas contenté de transmettre l'instruction, mais qu'il avait insisté pour qu'elle soit exécutée sans délai et avait averti que toute résistance serait traitée comme de l'insubordination. Ces déclarations ont été décisives pour démontrer qu'il n'avait pas agi comme un simple transmetteur passif, mais comme un exécuteur conscient d'un ordre illégal. Le procès s'est prolongé jusqu'au 12 octobre. Contrairement à des procédures ultérieures, comme celle de Nuremberg, cette procédure était relativement rapide car les preuves étaient directes et l'accusation était bien délimitée. Une fois les sessions terminées, la commission militaire a délibéré en privé et le même jour a annoncé le verdict. Dostler a été déclaré coupable de crimes de guerre pour avoir ordonné et garanti l'exécution de prisonniers de guerre dûment uniformés. La sentence établissait la peine de mort par fusillade. Après avoir pris connaissance du verdict, Dostler a présenté une demande de clémence. Il a de nouveau allégué qu'il avait obéi aux ordres supérieurs et qu'il n'avait pas la capacité réelle de refuser. L'appel a été examiné par le commandement allié en Europe sous la supervision du général Dwight D. Eisenhower. La demande a été rejetée et la condamnation originale a été maintenue sans modification. Le procès de Caserta est devenu un précédent immédiat et de grande valeur symbolique. C'était le premier procès en Europe où un général allemand a été condamné à mort pour l'exécution de prisonniers alliés et il a établi un principe qui serait appliqué systématiquement lors des procès de Nuremberg. Le fait d'obéir à des ordres supérieurs n'exemptait pas de la responsabilité individuelle. Le verdict affirmait explicitement qu'aucun soldat, et encore moins un commandant de haut rang, ne pouvait prétendre ignorer l'illégalité d'une exécution sommaire de prisonniers en uniforme. Le tribunal a précisé que le droit international, depuis la Convention de La Haye de 1907,
et la Convention de Genève de 1929 permettait l'exécution d'espions ou de saboteurs habillés en civil ou avec des uniformes ennemis, mais pas celle de combattants capturés en uniforme. Le cas de Punta Bianca, avec des soldats identifiés et en possession de leurs effets militaires, relevait de cette protection que Dostler avait violée en toute connaissance de cause en exécutant l'ordre. La sentence de mort a été fixée pour être exécutée quelques semaines plus tard. La méthode établie était la fusillade, en présence d'un peloton américain suivant le protocole militaire correspondant. La dernière balle, l'exécution de Dostler et la naissance d'un principe éternel. Dans la matinée du 1er décembre 1945, le général allemand Anton Dostler a été conduit de sa cellule dans la prison militaire d'Aversa, près de Naples, jusqu'à la cour où devait être exécutée la sentence prononcée des semaines auparavant par la commission militaire américaine à Caserta. Il s'était écoulé moins de 2 mois depuis le procès, un laps de temps bref qui reflétait la décision des Alliés d'exécuter rapidement les condamnations dans les cas où les preuves étaient concluantes et le crime était directement lié à la mort de leurs propres soldats. La procédure suivait les règlements de l'armée des États-Unis. Un peloton d'exécution composé de 12 soldats américains a été désigné. Le choix de cette méthode répondait à la tradition militaire de réserver l'exécution par fusillade aux officiers de carrière, par opposition à la pendaison qui serait utilisée dans les procès ultérieurs de Nuremberg pour des figures politiques et militaires de rang supérieur. Dostler fut amené dans la cour en uniforme de campagne, dépouillé de ses insignes. Son apparence était celle d'un prisonnier en attente de l'exécution de sa peine, sans concession spéciale. 3 soldats américains l'ont escorté jusqu'à un poteau de bois érigé au centre du terrain. Là, il a été attaché avec des sangles à la hauteur des bras et des jambes, restant immobilisé. Les mains ont été attachées dans le dos, un médecin militaire a placé une cagoule noire sur la tête du condamné et a fixé sur sa poitrine un rectangle de tissu blanc destiné à servir de cible au peloton. La séquence a été documentée en photographie et en film par des opérateurs de la Signal Corps américaine dans le but de laisser une trace officielle de l'exécution. Cet enregistrement a été conservé comme preuve et diffusé dans les actualités alliées, devenant l'une des rares exécutions de l'après-guerre filmées dans leur intégralité. Le peloton d'exécution prit position à environ 15 mètres du poteau. 12 soldats s'alignèrent avec leurs fusils prêts. Comme c'était la coutume, une partie des armes contenait des munitions réelles et une partie des cartouches à blanc, de sorte qu'aucun tireur ne puisse identifier si son tir avait été mortel. Cette pratique visait à réduire la charge psychologique parmi les exécuteurs. À l'ordre de l'officier commandant, les soldats ont chargé, visé et tiré simultanément. Le corps de Dostler s'est affaissé en avant, toujours maintenu par les sangles. Le médecin militaire s'est approché immédiatement, a vérifié l'absence de signes vitaux et a certifié le décès. Une civière a été apportée sur place. Le corps a été détaché, enveloppé dans une housse blanche et transporté dans un véhicule militaire au cimetière allemand de Pomezia, où il a été enterré dans une tombe sans honneur, aux côtés de milliers de soldats tombés en Italie. L'enregistrement de l'enterrement a été consigné dans les archives de la Commission des tombes de guerre allemande. L'exécution a été largement diffusée dans la presse internationale. Les images filmées et photographiées ont circulé aux États-Unis et en Grande-Bretagne comme preuve que les responsables de violations du droit de la guerre pouvaient être jugés et punis, même lorsqu'il s'agissait de généraux de haut rang. La diffusion publique répondait à un objectif pédagogique et politique. Montrer que l'application de la justice ne s'arrêtait pas aux échelons les plus élevés de la hiérarchie militaire allemande. Dans le domaine juridique, le verdict de Caserta et l'exécution d'Aversa ont eu des répercussions immédiates. Le tribunal avait établi que l'obéissance à des ordres supérieurs ne constituait pas une défense valable lorsque l'ordre était manifestement illégal. Ce principe a été intégré quelques semaines plus tard dans la Charte de Nuremberg, dont l'article 8 indiquait que l'exécution d'ordres gouvernementaux ou de supérieurs n'exemptait pas de responsabilité individuelle, bien qu'il puisse être considéré comme une circonstance atténuante dans la peine. L'affaire Dostler a donc constitué un précédent direct de Nuremberg. Bien qu'il s'agisse d'un procès limité à un fait concret et jugé par une seule puissance, il a servi de référence dans la formulation d'un principe qui marquerait le développement du droit international de l'après-guerre. La responsabilité personnelle ne disparaît pas sous le prétexte de l'obéissance hiérarchique.
L'expérience a également influencé la révision des normes internationales. La Convention de Genève de 1949, qui a remplacé et élargi celle de 1929, a renforcé les dispositions relatives au traitement des prisonniers de guerre, interdisant explicitement les exécutions sommaires et les représailles. Le souvenir de cas comme celui de l'opération Ginny 2, où des soldats en uniforme ont été classés arbitrairement comme saboteurs, a orienté la rédaction de règles plus précises pour éviter les interprétations biaisées. Le procès de Caserte et l'exécution à Aversa ont montré comment un épisode d'ampleur locale pouvait devenir un précédent international. Face au grand procès de Nuremberg centré sur les crimes contre l'humanité et les conspirations d'État, le cas d'Ostler concernait un fait limité dans le temps et dans l'espace, l'exécution de 15 soldats en uniforme. C'est précisément cette clarté dans les circonstances qui a permis aux juges d'établir un précédent solide. L'impact s'est également reflété dans la mémoire visuelle. Les images de l'exécution ont circulé pendant des décennies dans les manuels de droit international et dans les programmes de formation militaire, utilisés comme exemple pratique des conséquences de l'exécution d'ordres illégaux. Contrairement à la plupart des exécutions d'après-guerre, qui n'ont été enregistrées que dans des actes écrits, celle de Dostler a été filmée en détail, ce qui lui a donné une valeur symbolique et pédagogique particulière. La tombe d'Anton Dostler à Pomezia reste comme une parmi les milliers de sépultures de soldats allemands en Italie. Son nom figure dans les listes officielles sans distinction par rapport aux autres enterrés. Cependant, son exécution à Aversa n'a pas seulement marqué la fin de sa trajectoire personnelle, mais elle a également consolidé un précédent juridique qui a eu des effets durables sur le droit de la guerre. Les principes établis à Caserta ont été repris lors des procès de Tokyo et des décennies plus tard dans les tribunaux internationaux créés pour juger les crimes dans les conflits de Yougoslavie et du Rwanda. La doctrine selon laquelle l'obéissance n'exonère pas de responsabilité lorsque les ordres sont manifestement illégaux s'est fermement installée dans le système judiciaire international contemporain, ayant pour origine une cour de prison à Aversa en décembre 1945.